bien le bonjour les geeks et bien le bonjour les geekettes. Bienvenue dans ce joli 100% du mardi. Et dans ce joli 100% du mardi, qu'est-ce que nous allons avoir? Eh bien, on va avoir la critique de Stormrise, on va avoir le temps perdu. Benoît, excuse-moi, là, je t'interromps, mais c'est pas une critique aujourd'hui. Déjà, c'est un reportage, et c'est pas du tout Stormrise, c'était il y a 2 semaines, ça. Là, cette semaine, c'est le reportage... Attends, regarde. Reportage, boutique cosplay Jupiter, temps perdu et Red Friend Magic. Et là, après, au début, c'est les news. Nintendo a préparé un petit cadeau pour les joueurs d'Animal Crossing, Let's Go to the City, pour fêter la sortie de la DSi le 3 avril. Il faudra scruter la boîte aux lettres de sa maison entre le 3 et le 13 avril, car il se pourrait qu'une lettre accompagnée d'un meuble rare pointe le bout de son timbre. Ce magnifique fauteuil en forme de DSi ravira les aspirants de l'Académie des joyeux décorateurs, puisque les objets spéciaux permettent d'obtenir davantage de points lors des évaluations. Quelques mots maintenant à propos de Red Faction Guerrilla, le titre développé par Volition et édité par THQ. Présenté il y a plusieurs mois maintenant, le jeu possède dorénavant une date de sortie, à savoir le 12 juin prochain. Rappelons que ce volet abandonne la vue subjective des 2 premiers épisodes pour une vue à la 3e personne inédite. En revanche, ce qui ne change pas, c'est la possibilité pour le joueur de détruire tout ce qui l'entoure, élément par élément. Les missions réclameront d'ailleurs aux joueurs de réaliser des attentats, un bon prétexte pour mettre à sac les différentes zones de combat. Tout cela se déroulera en plus dans un monde ouvert à la GTA. Il faut dire que Volition est aussi responsable de Saints Row, le clone délirant du jeu de Rockstar. Reste maintenant à savoir si ce jeu ambitieux tiendra toutes ses promesses. It's time to set Mars free. It's time to join the Red Faction. Après le catastrophique Undercover, Electronic Arts se devait de réagir afin de relancer l'une de ses séries phares, Need for Speed. Pour ce faire, EA a décidé de donner une nouvelle orientation à NFS via 3 projets distincts, dont Need for Speed Shift. Il s'agit d'un volet clairement orienté simulation. On abandonne du coup le côté bac à sable des précédents épisodes pour se plonger dans le monde des courses sur circuit. Simulation certes, mais à la Need for Speed tout de même. Le pilotage restera donc très abordable et réclamera par exemple l'utilisation intensive du frein à main dans les virages. Développé par Slightly Mad, un studio notamment composé d'anciens de chez Simbin, le jeu devrait sortir le 18 septembre prochain. Le succès mondial de Wii Fit fait des émules. Electronic Arts lancera en effet sur Wii le 22 mai prochain en Europe, EA Sports Active, une sorte de logiciel de remise en forme vendu avec ses propres accessoires. Il s'agira de 2 bandes de résistance et d'un strap à fixer sur les cuisses. Ces derniers seront utilisés en complément de la Wiimote et du Nunchuk pendant l'accomplissement de divers exercices dont le fonctionnement sera expliqué à l'écran par un coach. À l'image de Wii Fit, certains exercices auront pour vocation de faire travailler les muscles, alors que d'autres seront nettement plus ludiques, comme les jeux au cours desquels il faudra pratiquer le tennis ou la boxe. J'ai rien préparé, moi je sais rien. Ça tourne là, Benoît. Et oui, chers geeks et chères geekettes, effectivement, quelle news exceptionnelle encore une fois aujourd'hui. Mais pour rester dans l'exceptionnel, regardons plutôt le reportage sur... La boutique cosplay Jupiter. Sur la boutique cosplay Jupiter. Décidément, il faut aller de plus en plus loin pour trouver de quoi bien s'habiller. On voit de plus en plus se développer en France, dans les boutiques d'otaku français, l'achat de cosplay tout fait directement que l'on peut mettre en convention. Donc ça permet aux gens qui n'ont pas vraiment le temps de se mettre au cosplay de porter des costumes tout faits sans forcément participer au concours. Donc là nous sommes à Akihabara et au Japon c'est beaucoup plus développé parce que là nous sommes devant un magasin qui est spécialisé dans la vente de cosplay, c'est le magasin Jupiter où justement on va pouvoir découvrir un certain nombre de cosplays. Ce magasin propose un choix très varié de costumes de différentes provenances, des costumes d'occasion ou tout neufs. On va pouvoir découvrir ça. Alors en rentrant dans le magasin, on peut déjà découvrir un costume porté sur un mannequin. Donc là, ça va être du Rosen Maiden. Donc un costume fait avec du velours et du coton, un costume assez simple et d'ailleurs pas trop cher.
Mais s'il n'est pas cher, c'est surtout parce qu'il est d'occasion, parce que ce magasin propose donc des costumes déjà portés que l'on peut racheter. Donc là, il y a le reste de la collection Rose and Maiden, donc on peut voir qu'il y a quand même une différence de qualité selon les costumes. Donc le prix, évidemment, varie en fonction de la finition, des matériaux utilisés. Là, on voit que c'est du velours, c'est un petit peu moins cher. Là, c'est quand même un petit peu plus travaillé avec des coutures plus soignées et justement, c'est un prix un petit peu plus élevé. Donc par là, on va retrouver un certain nombre d'uniformes militaires de série plus ou moins SF. Donc on va avoir du Gundam, du Evangelion, vous voyez, des provenances très diverses. Petit exemple. Donc il y a des uniformes masculins comme féminins. Par là, on a aussi les chaussures qui vont avec des couleurs un petit peu inédites en France, du beige, de l'argenté, des lacets assez originaux, assez difficiles à trouver, mais malheureusement ce sont des tailles japonaises, donc on oublie. Donc là on peut voir du Gundam Seed Destiny, avec les petits écussons. Tous les détails on voit ont été faits, rien n'a été oublié, et on voit même sur certains des parties un petit peu plus compliquées. Là les tuyaux, petite partie en plastique. Les costumes tout faits qu'on achète directement en magasin, donc ça existe depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai que ça a été longtemps synonyme d'assez mauvaise qualité. Mais bon, maintenant que ça se développe bien, on peut trouver quand même des choses très bien faites. Là, par exemple, on a les uniformes d'écolières plus classiques. On a du Lucky Star, par exemple, avec l'image de référence. Voilà, là, on a du Azumanga Daioh. On a le classique Haruhi Suzumiya. Et la petite surprise dès qu'on se retourne, c'est qu'il y a aussi la version du jeu vidéo juste à côté. Et on a aussi l'icône Moe de la série dans une pose très Moe. Là, on peut reconnaître les fameuses combinaisons d'Evangelion. On a Asuka, Lei, Shinji. Donc par ici, on peut retrouver le célèbre uniforme dans Gundam Seed, avec la petite jupette rose et l'écusson sur l'épaule. Là, un petit peu plus original du Shining Force, avec les petites chaînettes sur les bras, les petits détails en bas, là les broderies. Et puis juste à côté, vous avez les traditionnels Sailor Moon, existent dans toutes les couleurs. Et en plus, c'est pas très cher. Là, on arrive dans un coin un petit peu louche, avec des accessoires divers et variés, comme par exemple ces mignonnes oreilles de chat, et ici les costumes un petit peu plus sexy avec moins de tissu. Donc on voit d'autres costumes parfois d'un goût un petit peu douteux. Là je sais pas trop d'où ça vient, c'est peut-être du Battle Royale vu le camouflage. Ce sont des cosplays des tenues officielles des Racing Queen japonaises, donc les hôtesses qu'on peut voir dans les rassemblements tuning et les courses de voitures. Par ici, un petit peu comme dans tous les magasins de cosplay, on retrouve un rayon perruque, mais l'originalité ici, c'est qu'il y a aussi des perruques déjà coiffées, avec les petits chignons des Sailor Moon, le gel coiffant, le gel démêlant. Ici, on a les nuanciers des différents fabricants de tissus avec les gammes de tissus et les couleurs. Ça permet de personnaliser un petit peu son costume. Et à côté, on a une collection de figurines. Bon, pour en revenir au cosplay, là, on a les lentilles de couleur. Lentilles toile d'araignée. Donc là, on a un présentoir de costumes neufs. On est mi-août au Japon. C'est les soldes. 10% sur les costumes. Mais pour payer encore moins cher, on a ici des costumes d'occasion. Des costumes donc qui ont déjà servi et qui ont été revendus. Une petite surprise pour tous les cinéphiles, vous avez du Sin City, et oui, il n'y a pas que du manga et de l'anime ici, les multiples versions des uniformes de Sailor Moon. Oh, on a même ici un petit Naruto. Alors ça, c'est déjà en France depuis un certain moment, les costumes tout faits Naruto. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce cosplay? Moi, je ne reconnais pas vraiment, hein. Ça a l'air assez simple, c'est une combinaison intégrale, couleur chair, avec les doigts, les pieds. Parmi les cosplayers japonais, on rencontre les dollers qui, eux, ne se limitent pas aux costumes, mais reproduisent également la couleur et la texture de la peau du personnage en mettant cette combinaison intégrale et sur la tête, ce genre de masque. En général, des personnages féminins avec des petits trous pour les yeux.
On voit que les prix sont quand même assez élevés, mais c'est bien de retrouver aussi cette catégorie dans les magasins de cosplay. Jupiter est un magasin qui se démarque des autres boutiques de cosplay de Tokyo, de par leur grand choix et leur prix peu élevé. Si vous passez un jour à Akihabara et que vous êtes amateur de cosplay ou juste curieux, n'hésitez pas à visiter ce magasin hors du commun. Ah, un très joli reportage, effectivement. Mais à présent, il est temps quand même de retrouver notre magnifique rubrique du mardi. Et c'est... Temps perdu. C'est temps perdu que nous présente notre ami Nicolas Robin. Nicolas Robin, qui nous présente son Émission. émission Temps perdu. temps perdu, tout de suite. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Et pour gagner plus, jouer plus. Bonjour, ça y est, c'est sûr, votre projet va vous rapporter des millions. Il ne vous reste plus qu'à trouver les 15 € nécessaires pour la création du prototype. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Le jeu vidéo indépendant, c'est bien. Du coup, le jeu vidéo indépendant se développe. Alors forcément, le jeu vidéo indépendant, il a son propre salon en marge de la Game Developer Conference à San Francisco. Et comme les concours, c'est cool, c'était cette année la 11e édition des Independent Game Festival Awards. Et vous le savez, nous, à Temps perdu, le jeu vidéo indépendant, c'est notre dada. Voici donc aujourd'hui les résultats de l'IGF Awards 2009. Le Grand Prix a donc été attribué cette année à Eric Zvedang pour Blueberry Garden. N'ayant pas pu m'essayer à cette création, je ne me hasarderai certainement pas à vous la décrire, mais je vous laisse comme moi savourer ces images en attendant la sortie du jeu normalement prévue pour cet été. Amanita Design, déjà connu pour les fantastiques Samrost 1 et 2, remporte quant à lui le prix du meilleur visual art avec Machinarium. Et il faut bien avouer que ce point and click entièrement dessiné à la main est une claque. Aïe! C'est en effet super beau et c'est peu dire que de vous dire que j'attends avec impatience la sortie de ce titre prévu courant 2009. Visuellement spécial, c'est dans la catégorie Excellence in Audio que Brainpipe a remporté son prix. Un prix hautement mérité, et je vais d'ailleurs fermer ma grande bouche quelques secondes pour que vous puissiez mieux en comprendre le concept. Ce vomitron du studio Digital Hill est excellent par bien des points et je ne peux que vous encourager de vous essayer à la démo disponible sur le site officiel. Attention tout de même si vous êtes sensible au mal de mer. Si au premier abord Cortex Command peut paraître vieillot, c'est pourtant le prix de l'excellence technique qu'il a remporté. En effet, au-delà de son aspect old school, le titre de Data Realms embarque avec lui un moteur physique poussé, la possibilité de jouer à 4 simultanément versus ou
en coopératif, un environnement totalement destructible, et puis tant qu'à faire, un scénario pas piqué des hannetons. Très difficile à prendre en main, il rebutera les joueurs dans les premières minutes de jeu. Et pourtant, Cortex Command a aussi remporté le prix du public. Et oui, car passé les premières difficultés, le gameplay se révèle super profond et extrêmement addictif. Vous pouvez d'ailleurs vous y essayer avec la démo disponible sur le site de l'éditeur. Attention toutefois, si vous décidez de craquer pour la version payante, cette dernière n'est pas complète pour l'instant. Néanmoins, elle vous permettra d'accéder à toutes les prochaines versions qui seront mises en ligne. Le prix du design a été quant à lui remporté cette année par Mosaic Box. Des énigmes, de la couleur, mais surtout du son. En effet, dans ce jeu d'énigmes, toutes les énigmes justement sont liées à la musique. Ce jeu au potentiel sympathie plus qu'honorable est jouable gratuitement durant 1 heure à l'adresse indiquée là. Oui là, sur le synthé avec ma grosse silhouette dessus. Qu'y a-t-il de plus indépendant qu'un étudiant, me direz-vous ? Je pourrais vous répondre plein de trucs, mais finalement je me contenterai de me servir de cette abrupte transition pour vous annoncer que le vainqueur du meilleur jeu étudiant est Tag, The Power of Paint. En regardant ces images, vous comprendrez peut-être que chaque couleur que vous peignez vous donne une capacité particulière. Par exemple, vert, on saute. Rouge, on court. Et comme les étudiants ont plein de super pouvoirs, comme par exemple boire des trucs bizarres beaucoup plus vite que moi, eh bien leur jeu, il est complètement gratos. Enfin, le prix délivré par Direct2Drive a été attribué à Osmos. Vous êtes une particule? Une planète? Un globule? Bref, vous êtes un machin tout rond qui gravite autour d'une sorte de soleil. Votre but? Gober tout ce qui est plus petit que vous et éviter ce qui est plus gros. Cela ne sera bien sûr pas évident puisqu'à chaque poussée de votre part, vous vous viderez un peu de votre matière. Ça n'est pas très clair? Eh bien dans ce cas, jetez-vous sur la démo, elle est faite pour ça. Alors oui, je sais, si vous connaissez déjà les résultats de l'IGF Awards, vous vous dites qu'il manque un prix, celui de l'innovation. Il s'agit de Between de Jason Rohrer. Pour ce jeu super concept et jouable exclusivement à 2 en ligne, il ne nous a pas été possible de faire des captures vidéo. Nous reparlons donc de lui plus en détail dans une prochaine émission. Et là, je sens d'ici vos regards pleins de reproches à l'idée que cette spéciale IGF Awards 2009 ne vous aura fait gagner qu'une poignée d'heures. Alors, pour m'attraper, je vous propose pas exclu du tout, de vous essayer à The Maelstrom Mansion de Ace Team Software. Sorti le 1er avril, ce point and click plus old school y a pas, est la nouvelle production des développeurs de Xenoclash qui auraient décidé de se concentrer sur des titres moins ambitieux. Y aurait-il un rapport avec la date ? Je vous laisse libre de juger. Et pour juger, il faudra jouer. Et croyez-moi, ça tombe bien car... Pour gagner plus, jouez plus. Donc Benoît, je te redonne les infos, comme ça au moins ce sera peut-être plus simple. Donc la prochaine rubrique, c'est Retro and Magic sur Climax Stalker de Julien Pirou. Vas-y. Et tout de suite, les geeks et les geekettes, nous allons retrouver le fantastique Dr Lacave dans la Minute du Geek avec le Bram Stoker de Dracula. Tout de suite. Ok, c'est parfait. On le garde ? Oui, nickel, c'est bien. Parfait, très bien. On la garde. À l'époque des 16 bits, l'aventure RPG à la Zelda restait un genre relativement peu exploré sur les consoles de Sega, à l'exception peut-être de Golden Axe Warrior. L'éditeur Climax, co-créateur de la série des Shining avec Shining in the Darkness et le premier Shining Force, allait y remédier en produisant l'un des tout meilleurs titres du genre, Landstalker. L'univers de Landstalker est d'ailleurs le même que la série des Shining, et le personnage principal, nommé Lyle, est en fait tout d'abord apparu dans Shining Force sous la forme d'un centaure.
Dans Landstalker, Lyle est un elfe chasseur de trésors. Ses rivaux tentent à le sous-estimer, trompés par son apparence juvénile. Monumentale erreur. Car Lyle est en fait octogénaire et est donc plus que compétent dans sa partie. Une rencontre fortuite avec la fée Friday le met sur la piste des trésors légendaires du roi Noll, cachés sur l'île de Mercator, et c'est là que l'aventure commence. Si l'influence de Zelda reste palpable, ne serait-ce qu'au travers de son héros, un elfe blondinet, Landstalker s'en démarque sur de nombreux points. Le plus frappant est la vue en 3D isométrique, qui permet au monde de Landstalker de gagner de la profondeur. Profondeur qui sera habilement exploitée par les développeurs lors de phases de plateforme, parfois un tantinet sadique. Landstalker propose également davantage d'interactions entre Lyle et les divers habitants de l'île. Moins balisé qu'un Zelda avec ses X palais à compléter, la progression dans Landstalker se rapprochait davantage d'un RPG classique et donnait donc au joueur une plus grande impression de liberté dans sa quête du trésor. Cet aspect exploration fera une grande part du succès du jeu, considéré comme l'un des hits inoubliables de la Mega Drive. Pour quelque obscure raison, la suite de Landstalker, baptisée Lady Stalker, n'est pas sortie sur Mega Drive mais sur la console concurrente, la Super Nintendo. Mais contrairement à son prédécesseur, ce jeu n'a pas laissé un souvenir impérissable. Déjà parce qu'il est notoirement moins bon, en raison de graphismes fades, d'un gameplay bancal qui interdit aux joueurs de sauter et lui impose des combats aléatoires répétitifs à mourir. Et aussi et surtout parce qu'il n'est sorti qu'au Japon. Dans Lady Stalker, on incarne une aventurière nommée Lady. Fille de bonne famille, lasse de sa vie de château, elle ne rate aucune occasion pour fausser compagnie à ses serviteurs collants et partir à l'aventure. Plus tard dans le jeu, les deux serviteurs en question, à savoir le vieux jardinier et le cuistot, deviendront des personnages jouables, si toutefois le joueur parvient à tenir jusque-là. Apparemment bien décidé à ne pas donner aux joueurs ce qu'ils attendent, à savoir une vraie suite à Landstalker, Climax propose sur Saturn un nouvel épisode dérivé, Dark Savior. Une fois de plus, ça ressemble à Landstalker, mais avec un gameplay un peu différent. Au moins, contrairement à Lady Stalker, Dark Savior se révèle-t-il un jeu très intéressant. Dark Savior prend place dans un univers mélangeant fantasy et steampunk. Tout commence alors que Gallian et ses amis chasseurs de primes sont parvenus à mettre sous les verrous un monstre sanguinaire, Bilan. Mais alors que Bilan est transporté par bateau vers une île pénitentiaire pour y être exécuté, il s'échappe et provoque un carnage à bord. Gallian va donc devoir l'arrêter, et en fait tout le déroulement du jeu va être décidé par le temps que va mettre le joueur à atteindre la cabine du capitaine. En effet, plusieurs scénarios possibles et radicalement différents sont accessibles selon la rapidité du joueur lors de ce prologue. En marge de cette narration originale, Dark Savior reprend la recette ayant fait le succès de Landstalker. On retrouve donc la vue en 3D isométrique, cette fois-ci rendue en vrai 3D du meilleur effet, et les phases de plateforme et d'exploration. La principale différence vient du système de combat. On se rapproche ici davantage d'un jeu de baston, avec des rounds à remporter face à l'ennemi. En 1999, la série des Stalkers revient sur une console Sega avec un ultime épisode, baptisé Time Stalkers en Occident et Climax Landers au Japon. Le gameplay change ici de façon drastique. Fini l'aventure RPG, Time Stalkers est un dungeon crawler matiné d'élevage de monstres. Ce qui n'en fait pas nécessairement un mauvais jeu, mais quelle déception pour les fans. Autour du nouveau héros, le taciturne Sword, on retrouvait de nombreux personnages issus des précédentes productions Climax. Pyra, la magicienne de Shining into Darkness, Lady de Lady Stalker, et bien sûr le chouchou des fans, Lyle, toujours flanqué de son inséparable fée Friday. A noter que dans la version française de Time Stalkers, Lyle porte son nom américain, à savoir Nigel, ce qui n'était pas le cas dans la VF de Landstalker, mais bref. Malheureusement, si en son temps Landstalker avait fait figure de rival à Zelda, Time Stalkers n'apporta pas à la Dreamcast de concurrent à Ocarina of Time. Pour beaucoup de joueurs, l'incapacité de Climax à donner un vrai successeur à Landstalker reflétait sa déchéance en tant que développeur. Une partie de l'équipe créatrice quitta d'ailleurs la société en 1994 pour fonder le studio Matrix Software.
On leur doit les récentes versions DS de Final Fantasy 3 et 4, mais aussi un aventure RPG sur PlayStation qui n'est pas sans rappeler les aventures de Lyle, Alundra. Mais on aura l'occasion d'y revenir dans Retro and Magic. Donc alors là, Benoît, maintenant il faut dire au revoir. Bah, attends, je sais faire. Ah, les geeks et les geekettes, c'est déjà l'heure de nous quitter. Alors ben moi je vais vous faire des gros bisous et puis je vous dis à demain, je serai encore là, hein. Ce sera toujours moi puisque c'est toujours moi qui présente tous les jours. Non, Benoît, demain c'est Davy. C'est pas toi demain, c'est un jour sur deux, tu te rappelles. Et les vendredis, c'est n'importe qui. Bon ben alors, jeudi. Des gros bisous. Fatigué aujourd'hui, hein? C'est le printemps. Ah. Ouh.